Alors souvent, ce n'est pas l'angoisse qui est liée au noyau traumatique, mais le trauma, justement, il est important de le penser en rapport avec l'angoisse. L'angoisse, si elle est là, elle protège contre le traumatisme. Euh, donc c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont tellement angoissés par tout ce qui peut arriver, parce qu'ils veulent absolument se protéger contre un traumatisme. Ça peut être l'angoisse par rapport au chemin de fer du temps de Freud. Aujourd'hui, c'est l'angoisse par rapport aux avions, ça peut être par rapport aux voitures, par rapport à tous les endroits où quelque chose, un accident peut se produire. Mais bien sûr, il y a aussi d'autres formes de traumatisme qui se produisent et du point de vue de notre pratique, nous pensons souvent aussi à des traumatismes sexuels. Alors, ce qui est traumatique aussi de ce point de vue-là ne le devient souvent que dans l'après-coup. Le traumatisme n'est pas, c'est pas le moment de l'accident lui-même qui est traumatique, mais c'est une construction de l'après-coup. Et c'est une forme d'irruption d'un réel. Le réel, c'est l'accident de voiture, mais c'est aussi un réel sexuel. C'est être confronté à la pulsion de l'autre, mais aussi la sienne propre. Ça peut aussi être tout aussi traumatique, qui donc a un effet traumatique, mais dans ce qui, en effet, dans l'après-coup. Parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des événements qui pourraient être traumatiques et qui se passent très bien, qui ne laissent pas vraiment de traces. Alors que d'autres, parfois, d'autres événements qui paraissent mineurs ou moins importants, peuvent avoir un effet traumatique à long terme et qui traversent une partie de la vie. On s'en aperçoit de cet effet traumatique par, alors là je reste très freudien, je me réfère à ce que Lacan, à ce que Freud en dit au-delà du principe de plaisir, c'est souvent par des rêves répétitifs qu'on s'aperçoit de ce qui aura eu un effet traumatique. On en parle dans un futur antérieur, oui, au moment même, on n'en sait rien, mais c'est dans l'après-coup que... et tout l'enjeu, tout l'art de la psychanalyse, c'est de dégager de ce qui est traumatique, d'en dégager de l'angoisse. Le traumatisme, donc, qui entraîne une forme, un comportement répétitif, parfois compulsionnel, mais aussi surtout des rêves répétitifs, c'est une façon de lier l'angoisse qui est liée, donc qui est liée, c'est-à-dire de contenir, pour qu'elle ne déborde pas. Et y revenir permet de délier quelque chose d'une angoisse qui indique que quelque chose de cet effet traumatique peut être dégagé, qu'il y a un objet qui peut chuter, qu'il y a une perte qui peut se produire. Le traumatisme est freudianement et aussi lacaniennement lié à une forme de jouissance. Et surtout quand il s'agit d'un traumatisme sexuel, c'est être confronté à la jouissance de l'autre. Ce qui est réellement traumatique et ce qui peut être terrible dans la vie de l'un ou de l'autre, c'est pas seulement d'avoir été l'objet de cette jouissance, mais d'être pris dans cette jouissance. La jouissance, Lacan insiste beaucoup là-dessus, c'est aussi un terme juridique qui intervient dans une forme de prise de position, dans l'exercice d'une maîtrise. C'est jouir de, on jouit d'une propriété.
Et donc un individu peut être l'objet de jouissance d'un autre, mais donc il y a eu un effet traumatique. L'effet traumatique veut dire que c'est une forme de jouissance qui se poursuit dans la vie de l'individu. Et ça ne doit pas toujours être un adulte qui abuse d'un enfant, bien sûr que ça existe, mais je pense là à un cas clinique d'une autre nature, où c'est un jeune homme, donc un garçon plutôt, pendant la phase de latence, entre ses 8 et 12 ans, invente des jeux sexuels avec plusieurs de ses amis. Et donc, ce qui s'est passé pendant cette période-là a eu un effet traumatique pour la suite. Lié d'abord à une très grande culpabilité, parce que c'est lui qui prenait l'initiative. Donc, il n'était pas d'une certaine façon victime de quelqu'un d'autre, mais il était victime quand même d'une situation. Et il est pris dans un certain rapport de jouissance qui a continué à le culpabiliser par la suite. D'abord, il avait peur quand il grandissait et qu'il abandonnait ses jeux sexuels, que ça pourrait se savoir, que l'autre garçon, peut-être c'était toujours avec des garçons, pas avec des filles, que l'autre garçon pourrait en parler. Et plus tard, il est resté sous l'emprise de cette jouissance de façon telle que quand il rencontrait une femme, les rapports sexuels avec cette femme, même s'il était très amoureux, donc étaient réduits à un minimum. C'est-à-dire que c'était coucher avec une femme, c'était comme une obligation. C'était pas vraiment un plaisir, parce qu'il restait sous la domination d'une jouissance ancienne. Et donc il y avait un effet traumatisant. Son travail analytique lui a permis de dégager pas mal de choses. Et donc aussi pendant tout un temps, il a essayé de contrôler cette jouissance par la drogue, la remplacer par la drogue, qui est aussi une autre forme de jouissance, mais qui n'est pas de l'ordre d'une jouissance, qui empêche souvent la jouissance sexuelle. Parce que la jouissance liée à la drogue est plus importante que la jouissance qu'une femme pourrait lui proposer. Parce que cette jouissance-là est liée à l'angoisse de castration. Donc pour lui, c'était une succession de stratégies qu'il développait pour échapper à l'angoisse de castration. En sortir, c'est de nouveau sortir d'un rapport traumatique à la jouissance, c'est en produisant de l'angoisse. L'angoisse qui indique que quelque chose bouge, qu'il y a une perte de jouissance, qu'un objet de jouissance peut chuter, que quelque chose peut être perdu à ce niveau-là. Et donc, pour encore dire juste un mot encore de cette histoire, quand un peu plus tard, devenu adulte, il a choisi une femme avec laquelle il s'est marié, il a eu des enfants, et donc il a eu des jumeaux, un garçon et une fille. Et donc il était, et c'est à ce moment-là qu'à la fois il était très heureux, il était éperdument amoureux de ses enfants et aussi de sa femme, mais il avait une peur qu'il puisse être, que quelque chose de cette jouissance ancienne puisse se manifester, qu'il puisse être attiré par le sexe de sa fille, de son garçon, etc. Mais ce qui ne veut pas dire que, donc pour montrer que ce qui est traumatique, c'est l'emprise de la jouissance. Et jusqu'où ça peut aller, et il s'en est très bien sorti parce qu'il a pu en parler. Il était aussi extrêmement reconnaissant que ça permettait de transformer ce rapport et qu'il pouvait avoir un rapport finalement
très détendu avec ses enfants. Mais cette idée, quand il était confronté, quand il langeait ses enfants, quand il les changeait, leur changeait les pampers, comme on dit chez nous, il était effrayé par la simple idée qu'il pourrait être attiré. Et si de l'angoisse peut surgir à ce niveau-là, donc l'angoisse est toujours, comme je l'ai dit pour toutes les autres situations, un indicateur extrêmement précieux qui permet de voir que quelque chose peut bouger, que quelque chose peut chuter, que le rapport à la jouissance peut se transformer. Oui, donc ça c'est l'autre partie de la question. Qu'en est-il dans cette maladie psychosomatique? C'est un terme qui n'est pas du tout clair. Hein. Et en fait, on ne sait pas exactement à quoi ça correspond. Lacan a cependant une idée extrêmement intéressante à ce niveau. Il ne parle pas de maladie psychosomatique, mais de phénomènes psychosomatiques. Et il établit l'hypothèse de ce qu'il appelle l'holophrase. Et une holophrase veut dire que deux signifiants sont collés ensemble. C'est comme, ils sont comme gelés, comme une gélification du discours. Alors, il y a des gens qui ont un discours qui est comme gelé, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas bouger, etc. Donc ça les rend extrêmement fragiles, et donc on a peur que quelque chose se casse, et donc on n'y touche pas trop. Et avec certains, il faut y aller très doucement. Parce que si le signifiant intervient, ça veut dire qu'il y a une coupure. Et donc, et la coupure est toujours référée à quelque chose qui est de l'ordre de la castration. Donc, l'holophrase veut dire que donc, deux signifiants sont comme collés ensemble, ce qui veut dire qu'entre les deux, rien ne peut se perdre. Si on parle d'une chute de l'objet, ce que Lacan appelle petit a surgit entre S1 et S2, entre deux signifiants. Mais ce qui veut dire provoque une coupure. Et le phénomène psychosomatique a comme fonction de protéger contre cette coupure. Donc, les questions que vous posez ont cette tendance à dire que le problème serait l'angoisse. C'est l'inverse. Si l'angoisse apparaît, alors à ce moment-là, un processus se met en route. Alors que les symptômes sont là pour protéger contre l'angoisse, pour que de l'angoisse ne se produise surtout pas, parce qu'on a peur de l'angoisse. Il y a beaucoup de patients qui disent « j'ai peur de l'angoisse ». J'ai l'angoisse de l'angoisse. Parce que ça, et donc, il faut surtout éviter cela. Et leur vie est conditionnée par ça. Éviter l'angoisse. Pour leurs enfants. Tout ce qui peut arriver à leurs enfants, ça les rend malades. Ils ne peuvent pas dormir parce que quelque chose de grave pourrait arriver à leurs enfants. Donc, le phénomène psychosomatique, ça fait comme fonction de boucher ce trou, cette béance, cette faille qui apparaît entre deux signifiants. Donc là aussi, on est prudent, parce qu'on ne peut pas intervenir sur le signifiant, parce que intervenir sur le signifiant veut dire se référer à cette coupure qu'est l'angoisse, et donc qui peut déclencher quelque chose de plus grave encore. C'est pour ça aussi dans la psychose, on n'intervient pas sur le signifiant. On est extrêmement prudent par rapport à ça. Parce que si on intervient sur le signifiant, ça veut dire se référer à l'angoisse, à la castration. Donc on peut déclencher quelque chose de plus grave. Le délire est une façon de colmater cette angoisse majeure liée donc, au manque, la castration, on peut le formuler autrement, au manque qui peut apparaître chez autrui, qui apparaît dans l'autre, et qui seulement donne consistance à l'autre.
Donc c'est pour ça que le psychotique développe préférentiellement une idée délirante, par exemple religieuse ou politique, pour construire un autre qui ne serait pas manquant, qui ne serait pas défaillant.